Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un bref podcast, j'aimerais revenir sur une des grosses claques dans la gueule que j'ai pris en ce début d'année 2022, claque alors à laquelle je m'attendais plus ou moins parce que j'en avais déjà beaucoup entendu parler vu que le film a été primé dans de nombreux festivals, au Festival du film fantastique de Strasbourg, à l'Étrange Festival et dernièrement à Gérardmer où il a récolté il me semble le prix du public, il me semble, mais également le prix de la critique, je crois, j'espère m'avoir prouvé, n'hésitez pas à me corriger si jamais erreur il y a dans les commentaires, n'hésitez pas. Il sera donc question de The Innocents, film de coproduction américano-finlando-dano-suédo-norvégienne, j'espère ne rien oublier, réalisé, écrit et coproduite par Eskil Vogt, et j'espère encore une fois ne pas écorcher le nom du réalisateur. Film assez fascinant, assez étrange, sur lequel j'aimerais vraiment un petit peu revenir en détail pour pouvoir vous expliquer ce que j'ai pu ressentir, pourquoi ça a été une claque aussi puissante dans la gueule, pourquoi ça m'a autant fasciné, et pourquoi le film continue à me fasciner, et je pense encore une fois, mais c'est très souvent le cas quand j'apprécie grandement un film et qu'il a tout de suite ce truc-là, qu'il exerce ce truc-là, parce que pour moi, il y a quelque chose au-delà de l'objet filmique, il y a quelque chose de profondément malsain, étrange, qui me titille vraiment au plus haut point, et sur lequel je vais essayer en tout cas de mettre quelques mots ici pour vous donner un petit peu l'envie d'aller découvrir et de faire cette expérience. Alors, je vais essayer autant que faire se peut de ne pas spoiler, si jamais je le fais, je le dirai, mais si possible, allez-y en sachant le moins possible. Fondamentalement, ce que je vais vous raconter ici, c'est-à-dire la base, ce que vous avez tous eu, ce que vous avez pu voir dans les trailers pour peu que vous y regardiez, mais je pense qu'il faut partir avec juste ça, pas plus que ça, et vous laisser embarquer par le truc. De toute façon, le film, si vous rentrez dedans, va vous embarquer, et ça c'est hyper intéressant, c'est assez fascinant, et c'est aussi terrifiant. Donc l'histoire se déroule en Norvège, on est durant un été nordique particulier, vous savez, où le soleil se couche très très peu, on a une sorte de soleil d'hiver quasi constant, et on suit donc un groupe de gamins, alors dans une sorte de HLM finalement, qui vont se rencontrer et qui vont se rendre compte et se dévoiler au fur et à mesure des pouvoirs, qu'ils ont des pouvoirs étranges, et ils vont progressivement apprendre à se servir de leurs pouvoirs. Au début, ça va commencer par divers jeux, et au fur et à mesure, finalement, les personnages, ce sont des enfants, vont aller titiller pour le coup des questions purement morales en fait, vont aller expérimenter la moralité, vont aller expérimenter l'inversion des valeurs pour pouvoir, si vous voulez, prendre possession de ce qu'ils sont. C'est une forme de quête initiatique, hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de quête initiatique complètement déviante, les enfants explorant, si vous voulez, comme tout enfant, par le biais du jeu, les questions morales, mais qui, pour le coup, parce qu'ils ont un grand pouvoir, et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, je ne vous apprends rien évidemment, ils vont se retrouver un petit peu confrontés à la responsabilité qu'ils vont avoir vis-à-vis de leur pouvoir. Ces pouvoirs qui vont les amener à grandir trop vite, mais finalement qui ne sont que l'émanation ou la métaphore de ce qu'il y a autour d'eux, de cette famille, de leur famille, pardon, qui les confrontent très vite à des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Notamment, on va prendre le principe simplement d'héroïne, hein, de la petite fille, on va dire, principale qu'on suit, qui, elle, a une grande sœur qui est autiste, qui ne parle pas, et ses parents vont lui confier en fait régulièrement la garde de sa grande sœur. Et elle, c'est une gamine, elle est toute petite, elle a envie de s'amuser avec ses copains, elle n'a pas envie d'avoir une responsabilité. Or, les parents forcent cette responsabilité, et de fait, elle va commettre des erreurs sans en avoir véritablement conscience. Alors, autant le dire d'emblée, hein, d'ailleurs, parce que autant avant de rentrer dans les détails, pour moi, c'est un très grand film fantastique, qui est très intense, qui est passionnant, qui a quelque chose de véritablement terrifiant. Alors il faut quand même poser en amont le fait que, et vous le découvrez, c'est un film qui a son rythme bien à lui, un rythme très singulier, un rythme très lent. Le film prend son temps, parce que ce qui lui importe énormément, c'est de poser une ambiance lourde, pesante. Le film est très tendu en fait, c'est comme si on avait un élastique qu'on tendait au fur et à mesure, et on ne sait pas quand ça va craquer, quand ça va casser en fait. Et au moment où ça casse, c'est fondamentalement ce qui va se passer dans le climax. On est toujours sur ce fil tendu en fait très très longuement, et je dirais même le climax, si se voudrait être une explosion, ce n'est pas véritablement une explosion, c'est encore une tension supplémentaire en fait. Et le film, si bien que le film finalement ne s'arrête jamais d'être tendu, on est toujours dans cette sensation extrêmement étrange, malaisante, déstabilisante, qu'à tout moment ça peut péter, mais ça pète pas vraiment. Et c'est ça, encore une fois, qui est fascinant et qui fait que ça nous tient finalement en haleine jusqu'au bout,
quand bien même le film prend son temps, encore une fois, que ça peut être déstabilisant, parce que de fait, le cinéma fantastique et le cinéma d'horreur mainstream, qu'on a tendance à beaucoup voir, va tout très vite, confond le rythme avec la vitesse, finalement. C'est pas parce qu'un film est rapide, va vite, que c'est bien rythmé. Là, ce qui est intéressant, c'est que le film est admirablement, génialement rythmé, mais il est rythmé de manière extrêmement lente. Mais tout ça, encore une fois, est voulu. Il y a un vrai travail sur l'ambiance pour nous plonger dans ce cadre finalement assez sordide, assez noir, assez sombre, mais qui en même temps, paradoxalement, extrêmement éclairé, c'est-à-dire que tout est baigné dans une sorte de lumière qui est très très gênante. Moi, ça me fait beaucoup penser à Midsommar, hein, pour prendre un autre film qui se passe finalement dans les pays nordiques, en Suède pour le coup. Midsommar avait ce côté-là. J'en avais parlé à l'époque quand il est sorti, hein, sur le podcast, un petit peu comme le faisait Massacre à tronçonneuse de Hooper, enfin un petit peu, totalement comme le faisait le Massacre à tronçonneuse de Hooper, qui se payait le luxe d'être un film d'horreur qui était tourné en plein jour, sans un soleil écrasant. On a à peu près le même système dans Midsommar, et là je trouve que c'est après la même chose en fait. La photographie est absolument magnifique, et il y a tout ce côté, voilà, la manière dont cet été norvégien qui est baigné dans une sorte de soleil, qui est absolument glaçant, qui réchauffe pas du tout, qui est très très froid, la photographie est absolument sublime en fait, et c'est génial parce qu'on est pris dans ce truc là, et cette photographie participe pleinement, encore une fois, de cette manière dont le réal a de poser, encore une fois, une ambiance très froide, très dure, parfois très clinique. Et c'est pour ça que, comme le film est très très calme, dès lors qu'il y a des explosions de violence, ces fulgurances de violence vont vous prendre aux tripes. Elles ont quelque chose de viscéral, tout en étant fondamentalement extrêmement, on va dire, posé de manière extrêmement graphique. Il y a un constat, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est un film qui est fondamentalement amoral, qui décrit finalement les atermoiements moraux de ces enfants-là, en fait. Donc c'est un questionnement qui est fondamentalement moral, mais le film se pose, où le réalisateur, le point de vue qui est posé sur cette situation est fondamentalement amoral. Et c'est de là qu'émerge la gêne, le malaise, le fait qu'on soit jamais bien face à ces séquences. La violence, c'est ça que je trouve vraiment fascinant dans le film. Elle n'est jamais traitée de manière, si vous voulez, démonstrative. On fonctionne énormément sur la suggestion et sur des petites choses, si ça c'est important. Je crois que j'avais déjà dit sur la chaîne, mais ce qui va fonctionner beaucoup plus sur l'empathie qu'on va pouvoir ressentir quand on va pouvoir, finalement, quand le film va nous communiquer une souffrance, une tête qui explose, fondamentalement, c'est très compliqué de s'imaginer en fait la souffrance que ça pose. Et de fait, quand tu t'exploses, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement vécu, puisque dans les faits, dès lors qu'il y a cette explosion du cerveau, on ne vit plus. Donc là, on peut pas vivre sa mort, si vous voulez, dans une certaine mesure. Donc, et puis, encore une fois, c'est une explosion de violence beaucoup trop excessive, si vous voulez, par rapport à notre quotidien. Là, c'est une violence vraiment très quotidienne. Je prends juste ce tout petit exemple qui est au début, et qui pose déjà aussi l'atermoiement moral de la petite héroïne. Comme elle se sent, finalement, elle a fondamentalement une forme de jalousie, hein, par rapport à sa sœur autiste, pour pouvoir parfois faire fondamentalement la catharsis un petit peu, hein, de tout ça, se venger un petit peu sur sa sœur. Sa sœur ne ressent, ou en tout cas ne semble pas ressentir, ou en tout cas elle ne l'exprime pas, la souffrance dans le bas de son corps. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre des bouts de verre qu'elle va trouver par terre dans les chaussures de sa sœur. Sa sœur ne va rien dire quand elle va mettre les chaussures, parce que, encore une fois, et là je vous laisse un petit peu découvrir, parce que finalement le film est vachement ambigu sur pas mal de points, et c'est ça qui est hyper intéressant. On ne sait pas vraiment si elle souffre ou pas, mais en tout cas, nous, spectateurs, on se met dans cette posture-là d'avoir ces morceaux de verre dans les chaussures. L'enfant ne va rien dire, il va perdurer toute la journée avec cet inconfort dans les chaussures, en tout cas que nous interprétons comme étant inconfortable. Certainement ça l'est, même si de fait il y a toujours une forme d'ambiguïté, encore une fois, sur ce qu'elle ressent véritablement, est-ce qu'elle l'exprime, qu'est-ce qui est de l'ordre de la perception ou pas, qu'est-ce qu'elle perçoit véritablement. Mais pour le coup c'est extrêmement gênant, ça me ramène un petit peu à cette séquence qu'il y avait dans Sainte Maud pour le coup, où pour se punir, alors c'est un contexte différent, mais Maud pour le coup se foutait des pointes, il me semble, dans ses chaussures, et pour expier ses péchés, et donc elle mettait ses pieds là-dedans et on ne voyait rien, encore une fois tout était suggéré, et c'était assez génial pour ça. Donc toutes les scènes de violence, soit elles sont traitées de manière suggestive, soit pour le coup elles sont traitées de manière extrêmement frontale, de manière très froide, sans forcément qu'elles durent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une surutilisation d'une sorte d'agonie illusoire qui à terme deviendrait extrêmement fausse parce qu'elle serait trop excessive. Quand un personnage souffre ou meurt, c'est très direct, on prend pas le temps de poser des trucs, c'est comme dans la vie, si vous voulez, il y a vraiment une approche extrêmement réaliste, hein, du genre, c'est-à-dire que vous verrez, je saute un petit peu sur autre chose, mais la manière dont est traité l'élément fantastique, les pouvoirs de ces enfants, elle est finalement très terre à terre.
vous n'allez pas avoir d'explosion, je pense. Voilà, cette idée de jeunes gens qui découvrent des pouvoirs. Il y avait le Chronicle de Josh Trank, par exemple, qui est un film que j'aime beaucoup aussi. Mais là, de fait, on plongeait immédiatement dans une expression très comics, finalement, de super-héros. Là, pour le coup, on a une approche beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que les pouvoirs... alors, certainement que c'est inhérent aussi à un budget, mais je pense qu'il y a vraiment un parti pris, il y a une note d'intention là-dedans. Lorsqu'il y a manifestation de ces pouvoirs, ils ne sont pas manifestés de manière excessive et spectaculaire. Il y a quelque chose de vraiment de l'anti-spectaculaire. Ce qui importe, c'est plus le dilemme moral de ces enfants, en fait, face à quelque chose qui semble les dépasser et qu'ils cherchent à contrôler. Et ils vont tous y voir un intérêt dans ces pouvoirs-là pour pouvoir, on va dire, améliorer leurs conditions de vie, qui sont pour toutes très très compliquées aussi. Alors ce qui est intéressant finalement, c'est que à terme on va se rendre compte très vite qu'il y a des personnages qui vont plus basculer dans une initiation immorale, d'autres qui vont rester moraux ou qui vont rester très naïfs, finalement innocents, pour rester là-dedans, c'est dans plutôt une posture finalement amorale. Mais c'est ça qui est vraiment fascinant en fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment un questionnement sur ce que c'est que l'innocence, montrer finalement ses pouvoirs comme étant l'émanation de tout ce qu'il y a autour, comme si on vous montrait finalement que l'innocence des enfants de toute façon est vouée à être pervertie à terme par tout leur entourage, que ces enfants sont brisés par leurs parents finalement, sans que leurs parents ne s'en rendent compte en fait, c'est-à-dire que les choix des parents vont peser sur les enfants, les comportements des parents vont peser sur les enfants et vont d'emblée en fait les mettre dans une posture qui va violer leur innocence. Et c'est vraiment hyper intéressant. Alors effectivement c'est extrêmement pessimiste, mais en même temps il y a quelques notes d'espoir malgré tout là-dedans, mais ça reste un film qui est encore une fois extrêmement sombre. N'y attendez pas finalement énormément de touches d'espoir finalement là-dedans. En plus, si vous voulez, cinématographiquement, il y a plein de choses hyper intéressantes. Moi, j'y vois plein de références, parce que c'est un film qui, pour moi, est très très référencé. Alors, je parlais de Midsommar tout à l'heure d'Ari Aster, parce que pour moi, effectivement, dans cette manière de traiter le fantastique, de prendre le temps, de travailler sur une luminosité qui est excessive, un ensoleillement constant qui est propre à ces étés nordiques, et de justement utiliser ce jour qui dure beaucoup trop comme un pur élément horrifique qui va créer fondamentalement de la quête en trancheté, parce que pour nous finalement c'est très dépaysant, pour nous qui ne nous retrouvons pas dans cette situation où le jour dure, ça nous paraît extrêmement dépaysant pour l'avoir vécu un petit peu dans une certaine mesure, mais à l'inverse en Islande il y a peu de temps finalement avec ce crépuscule qui dure finalement de manière extrêmement longue, même si j'étais pas en plein hiver. Finalement c'est quelque chose d'assez déstabilisant, et le film vraiment joue là-dessus, parce qu'évidemment vous avez aussi cette image du cinéma d'horreur où l'horreur va se cacher dans les ténèbres, dans la pénombre. Là c'est plutôt dans la luminosité que l'horreur se cache en fait, dans cette lumière, si je puis dire un peu illusoire, ou en tout cas qui ne devrait pas cacher les choses et qui de fait en fait cache toujours énormément de choses. Et pour le coup il y a plein de références qu'il y a derrière ça aussi. Alors je parlais de Midsommar, mais le titre, il me semble, de toute façon, même si narrativement on a peu de choses, mais il y a quand même le traitement des enfants, moi, que je trouve quand même très très proche. Les Innocents de Jack Layton, pour le coup, pour moi, ça me paraît une évidence en fait. Même si ça peut faire un petit peu simple de faire le pont entre les deux parce que le titre est le même, mais n'empêche que c'est quand même des films qui traitent d'enfants, et je trouve que la manière de traiter les enfants dans le cadre, de traiter l'inquiétante étrangeté qui émane de ces enfants, avec le décalage fondamentalement, le croisement entre l'innocence qui devrait être constitutive de l'enfance, mais on va créer de la perversion à l'intérieur de ça, et de mettre un enfant qui va se laisser aller à la perversion, et donc de fait ça va vriller l'image ou le préjugé qu'on a de cette innocence-là, va créer d'emblée une inquiétante étrangeté. Voir un enfant commettre quelque chose d'horrible, fondamentalement, ça va créer cet abîme, si je puis dire, d'inquiétante étrangeté. Cette étrangeté sourde, mais qui est à la fois extrêmement terrifiante, parce qu'elle est très très proche de ce que nous connaissons, trop proche du quotidien, et c'est par cette trop grande proximité avec le quotidien, c'est dans cette très grande proximité avec le quotidien que va se créer ce territoire qui est le territoire de fantastique. C'est finalement la frontière qui est entre les deux, cette frontière qui va nous faire passer du quotidien au fantastique, de la réalité au fantastique, est en fait un territoire qui a quelque chose d'infini, qui semble s'étendre finalement une fois qu'on est de manière abyssale, et c'est assez génialement traité dans le film en fait. Je pense aussi à Wolfrida aussi, hein. Bon, ça me paraît assez évident aussi de revenir là-dessus, mais pour le coup au Visage des damnés aussi, hein, je trouve qu'il apparaît cette manière de traiter l'enfant de manière inquiétante et étrange, qui est extrêmement proche là-dessus. Je pense au Révolté de l'an 2000, ainsi Quien puede matar a un niño de Narciso Ibáñez Serrador, qui ramène aussi à tout ça en fait, fondamentalement avec ça. Je pense à un autre film peut-être qui est
moins connu, qui est un petit film, qui est pas fondamentalement toujours réussi, mais que j'aime bien, qui s'appelle The Children, de Tom Shankland, qui est, je trouve, aussi assez intéressant. Je parlais de Chronicle tout à l'heure de Josh Trank. Donc voilà, il y a tout ce truc-là, en fait, tout ce magma finalement de références, mais qui, même s'ils sont là, même moi, si en tout cas je les reconnais, ou en tout cas je les interprète comme étant des références, ou en tout cas ça fait écho, si vous voulez, de manière un petit peu plus large, à tout ce pan du cinéma fantastique, il n'empêche que, quand bien même il y aurait ces références, qu'elles soient encore une fois conscientes, inconscientes, ou que ce soit moi qui les interprète, dans tous les cas, moi je les trouve parfaitement digérées, en fait, et on ne sent pas le poids de la référence. C'est-à-dire que c'est un film qui a sa propre personnalité, qui part sur ces trucs-là, qui sont, encore une fois, référentiels, inhérents au cinéma fantastique, mais il en fait son propre truc, et ça en fait quelque chose de finalement complètement unique. Et je trouve ça absolument brillant. J'y vois même, moi, mais là pour le coup on est sur quelque chose de très très singulier, très personnel, si je puis dire, une sorte de relecture un petit peu, ou une version un peu cauchemardesque de Life is Strange 2, en fait, parce que finalement les questionnements que se posent ces enfants en groupe, c'est fondamentalement les questions que se pose le personnage de Daniel aussi dans Life is Strange, en fait, qui découvre aussi ses pouvoirs de télékinésie, et qui pour le coup, alors là pour le coup ça va se faire par le gameplay aussi, et par le fait que nous interprétons Sean, le grand frère, et que c'est nous qui allons poser finalement ce carcan moral que le personnage va suivre ou ne pas suivre. C'est ce qui va créer les diverses fins possibles. Et là pour le coup on a les mêmes atermoiements moraux, en fait, que se posent ces enfants, et c'est ça qui est vraiment fascinant aussi. C'est ça qui marche à mort, en fait, parce que finalement ces atermoiements moraux, nous les avons vécus en tant qu'enfants. Je pense à tout ce qu'il y a au début, en fait, sur ces questionnements aussi, sur la découverte de la vie de manière un petit peu plus globale, mais qui vont de fait être liés d'emblée à la morale. C'est la question de la mort, en fait, parce qu'on a tout ce début de film où on a plusieurs moments où des enfants vont mettre à mort des animaux, si je puis dire. Ça commence par un ver de terre. Et là je spoil un tout petit peu, c'est la première séquence avec la petite fille, qui écrase un ver de terre dans le sable. Il y a ce moment avec les fourmis, puis il y a ce moment qui est, moi je trouve très très dur avec le chat, donc je spoil un tout petit peu, je rentre pas vraiment en détail, mais qui est un moment extrêmement dur, en fait. Et c'est là qu'est en train de jeter aussi, elle émane de tout ça, de cette violence qui émane d'enfants, qui ne devrait pas émaner de l'enfant, et qui pourtant fait partie de cette exploration empirique que fait l'enfant de sa réalité pour pouvoir la connaître, pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir forger son cadre moral. Et finalement c'est une nécessité, ça apparaît comme étant une nécessité, alors pas forcément besoin d'aller de manière aussi extrême, et on va voir au fur et à mesure que de toute façon ces personnages, en fait, sont conditionnés par tout un tas d'éléments qui vont les amener à vriller ou à ne pas vriller dans une certaine mesure. Et pour le coup c'est ça, en fait, le pouvoir qu'ils ont va être la petite pichenette, encore une fois cette très petite différence avec la réalité, cette inquiétante étrangeté qui vont les faire vaciller, vriller dans l'immoralité. Donc il y a un nombre incalculable de questionnements qui sont en plus portés par quatre acteurs qui sont 4 jeunes acteurs, très jeunes acteurs, absolument incroyables tout du long. On y croit, mais de fou. Je pense notamment à la petite jeune fille, l'héroïne, si je puis, la protagoniste, parce que c'est celle qu'on suit principalement, en tout cas. Ils ont à peu près quand même tous le même temps d'écran, si je puis dire. Ils sont tous à peu près aussi importants, mais c'est celle qu'on va suivre d'emblée, que je trouve absolument hallucinante. Elle est extrêmement jeune, et elle parle finalement peu, puisqu'ils parlent tous finalement assez peu, mais à chaque fois qu'il y a une parole prononcée ou qu'il y a un regard posé, il est incroyablement signifiant, émotionnellement extrêmement fort, et c'est dingue, quoi. On est vraiment au passage, parce que pour revenir à cette idée qui est entrée de cette interprétation des enfants qui est finalement assez angoissante, assez terrifiante, parce qu'elle nous ramène un petit peu à tout ce bagage dont je parlais tout à l'heure, bagage que nous avons vécu encore une fois. C'est ce qui est très très puissant là-dedans, c'est que c'est fondamentalement, on est sur un film de monstre aussi, on a vraiment cette idée-là aussi. Encore une fois, dans ceux qui se montrent, ceux qui capturent notre regard, ceux qui l'emprisonnent, on l'a dit plein de fois sur la chaîne, mais c'est ça aussi. C'est un film qui a quelque chose de monstrueux parce qu'il capture notre regard, et on a des personnages à l'intérieur qui emprisonnent de mettre notre regard par leur différence, donc ils ont quelque chose de fait de monstrueux. C'est un film sur la différence aussi, tout ce que vous voulez, et c'est ça qui encore une fois, ça brasse mille et un thèmes, ça brasse mille et une émotions, et c'est absolument incroyable. Donc on pourrait dire plein d'autres choses, parce que la mise en scène est folle, il y a plein d'idées, notamment eu égard au pouvoir d'un des personnages, d'une autre petite fille. Il y a tout un travail justement sur cette inversion des valeurs qui est concrètement posée. Ça me fait beaucoup penser aussi à un plan d'Ari Aster au début de Midsommar, avec cette caméra qui se retournait, qui te faisait comprendre que tu inversais tes valeurs, que tu passais dans un monde dans lequel les valeurs étaient complètement renversées.
donc tu changeais de choses, tu passais de l'autre côté du miroir. Là, vous avez aussi un travail un petit peu là-dessus, où il y a beaucoup d'éléments où la caméra va se retrouver à l'envers. Ça me fait penser un petit peu au plan qu'il y avait dans le générique de Nia DaCosta, du Candyman de Nia DaCosta. Il y a un petit peu le même truc sur ces bâtiments qui sont filmés à l'envers, avec une sorte de brume très opaque qui semble les recouvrir. Et donc, comme c'est filmé à l'envers, on a l'impression qu'il y a une sorte d'abîme qui s'ouvre sous ces bâtiments. Et c'est ces moments-là où l'un des enfants, en tout cas, c'est la manière dont on va poser, en tout cas l'expression va mettre en image, en tout cas, son pouvoir. C'est vraiment, il y a plein de visions fantastiques qui sont très intéressantes, notamment lorsque un autre personnage, celui du petit garçon, va prendre contact avec son pouvoir, va le mettre en pratique également. Vous avez pas mal de visions fantastiques très sombres pour le coup qui vont venir vraiment se marquer. Vont marquer une opposition très très forte avec ce qui va, avec le soleil très très froid de ce qui se passe dans le réel en fait. Et c'est hyper intéressant parce que finalement le fait d'avoir aussi ce grand soleil glaçant qui est vraiment mis en valeur par la photographie, ça permet vraiment de marquer le contraste quand on bascule dans les pouvoirs en fait, dans l'expression pratique des pouvoirs. Lorsqu'on est dans la tête finalement et dans le point de vue des enfants, parce que finalement c'est aussi un film, encore une fois, et c'est la base du fantastique, je le rappelle pour la énième fois, mais c'est un genre, c'est le genre du point de vue par définition, puisque c'est ce point de vue biaisé sur la réalité, encore une fois, qui va créer l'inquiétante étrangeté. Et là on va plusieurs fois être plongé dans le point de vue de ces enfants-là. On est de toute façon très très souvent plongé dans leur point de vue, puisque la caméra s'est filmée à hauteur d'enfant en fait très souvent, donc on est dans le point de vue de ces enfants, et on va vriller à des moments dans le point de vue de ces enfants qui mettent en pratique leur pouvoir. Et ça c'est hyper intéressant aussi parce que ça nous plonge vraiment dans un univers là pour le coup très très fantastique qui ramène finalement au conte. Je pense à cette séquence dans la forêt à la fin, je vous laisse un petit peu découvrir, avec une apparition on va dire d'une entité, mais il y a la même chose dans une maison également à un autre moment. Donc on nous plonge quand même dans ce point de vue des personnages qui sont confrontés finalement soit victimes, soit si vous voulez commanditaires des pouvoirs. Voilà, en gros j'ai fait à peu près le tour je pense de tout ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup de choses à dire d'autres en fait, mais je pense pareil, c'est des films, il y en a plein sur les podcasts sur lesquels j'aimerais revenir vraiment en détail et écrire quelque chose. Ça deviendra certainement un jour, quand j'aurai le temps, ce serait génial de faire ça. En tout cas, The Innocents, je vous conseille ardemment de le découvrir. Il est en salle, donc précipitez-vous, je vous en prie, parce que c'est absolument dingue, il faut soutenir ce genre de film, parce que c'est un film incroyable. Il y en a eu deux, j'ai dit en début d'année, il y a celui-ci, et puis le Nightmare Alley de Guillermo del Toro, j'y reviendrai dans quelques temps. Mais voilà, un film absolument incroyable, un très grand film fantastique, on en a peu, mine de rien, donc il faut se jeter dessus, parce que c'est un film absolument génial, magnifique, profondément touchant, qui va certainement vous triturer là où ça fait mal, mais c'est ça qui est génial. Moi j'adore ça quand on me triture là où ça fait mal, quand on me fait, c'est pas masochiste du tout, mais j'aime ça parce que ça me fait titiller des émotions que je ne peux pas forcément vivre dans la réalité, et en même temps ça m'amène à me poser des questions sans me donner de réponse, parce que le film a une dimension sociale manifeste mais il n'impose jamais un discours, il y a une dimension morale manifeste mais il n'impose jamais un discours. À toi d'y aller, à toi de mettre du sens sur ces images, même s'il y a un sens de fait qui est véhiculé par le film, mais ce sens n'est pas un discours préconçu posé. Donc c'est un film absolument incroyable, jetez-vous sur The Innocents, je pense que vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, ce sera génial de pouvoir débattre et d'échanger. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt, des bisous, salut!